Shalom, chers amis, bonjour. La Yeshiva Gabriel se propose de vous aider à rechercher votre khatan ou votre kala. Pour cela, vous pouvez contacter en France Madame Devorah Selem au 06 26 80 81 08 ou au 01 43 48 78 54. Précisez votre nom, votre âge, votre numéro de téléphone sur la boîte vocale et quel niveau de religiosité vous avez, et on vous recontactera au plus vite. Bedrat Hashem, Be'atzlacha, et de bonnes nouvelles. Binyan Adead. Vous pouvez dédier les cours du Rav Barkatz au mérite pour la guérison, pour le mariage, pour la réussite, ou tout simplement pour l'élévation de l'âme d'un proche, en nous contactant au numéro qui apparaît devant vous maintenant, et nous ferons le nécessaire pour les cours prochains. À bientôt, de bonnes nouvelles, et Batzlacha. Et c'est parti. Bon alors, comme on est dans la paracha Tetzavé, qui parle des habits des Kohanim, la semaine dernière ça parlait de la construction du Mishkan, et cette semaine ça parle des habits des Kohanim, du Kohen Gadol et des Kohanim simples. Donc on va parler des halachot sur les habits. D'accord? Ce sont des halachot concernant comment on appelle ça, les couleurs, les formes. Alors on dit qu'une femme ne doit pas s'habiller avec un vêtement spécifique aux hommes. D'accord? En vérité, on apprend dans la Torah du contraire, qu'un homme ne doit pas s'habiller avec des habits de femme. Mais on apprend de la même façon qu'un homme ne doit pas s'habiller avec des habits de femme. C'est pour ça qu'on pose la question à Purim, par exemple, si on aura le droit de se déguiser un homme en femme et une femme en homme. Alors il y en a qui permettent, parce qu'ils disent c'est pour une après-midi, et il y en a d'autres qui interdisent, malgré tout. Mais toute l'année, il y a une interdiction que la femme s'habille en habit d'homme et un homme en habit de femme. D'accord? Bon, l'homme en habit de femme, ça se comprend, parce que, comme on va le voir dans la paracha par la suite, que l'habit, il influe sur le comportement. L'habit influe sur le comportement. Donc si un homme il s'habille en habit de femme, il aura tendance à vouloir ressembler à une femme, même plus tard. C'est ce qui se passe dans l'éducation, quand il y a des mères qui auraient voulu avoir une fille, et elles ont un garçon. Alors, quand elles ne se contrôlent pas, elles ont tendance à habiller les garçons en habit de fille. Et ça a des répercussions psychologiques après, quand ils grandissent, d'avoir été habillés en fille quand ils étaient petits. D'accord? Mais non, ça c'est déjà un truc au niveau de l'éducation. Mais au niveau de l'adulte, une femme ne doit pas s'habiller en homme. Alors, il y a une marloquette. Si une femme met un pantalon, qui est en règle générale, un pantalon c'est un habit d'homme. Maintenant, si une femme met un pantalon plus une jupe ou une robe, donc elle se sert du pantalon, au lieu de mettre des bas, quand il fait froid par exemple, au lieu de mettre des bas ou des chaussettes, elle met un pantalon. Mais maintenant elle met une jupe dessus ou une robe. D'accord? Alors effectivement, à ce moment-là, ça s'appelle pas... Elle peut mettre un pantalon comme dans les pays de l'Extrême-Orient ou les pays arabes. La plupart des femmes, justement par tsniout, parce qu'elles considèrent que le bas, ça montre quand même la forme de la jambe de la femme, elles estiment que le pantalon c'est plus pudique que le bas. Donc elles mettent un pantalon plus la jupe ou la robe dessus. D'accord? Donc si c'est un vêtement qui est fait pour ça, alors elles ont le droit de le faire. Maintenant, oui, effectivement,
beaucoup de règles de l'habit sont fonction du pays dans lequel on habite. Le pays dans lequel on habite, il détermine les règles de pudeur ou pas. C'est par exemple ce qu'on voit à propos de la tête couverte. D'accord ? Une femme mariée qui n'aurait pas la tête couverte, en Occident, c'est pas mal vu. En Occident, la plupart des femmes, mariées ou pas mariées, elles n'ont pas la tête couverte. Alors que dans les pays d'Orient ou d'Extrême-Orient, elles ont souvent la tête couverte. Donc la tsniout de la tête, à ce niveau-là, dépendrait en fait du pays dans lequel on vit. Et donc ça a une grande répercussion halachique, puisque si le fait de couvrir ses cheveux, c'est comme de se couvrir soi-même, donc à ce moment-là, il y a une halakha de ne pas prier ou de ne pas faire un kiddush ou de ne pas faire une bénédiction devant une femme qui a la tête, qui serait pas habillée comme il faut. À ce moment-là, si vous êtes en Occident, le fait de voir une femme qui a la tête pas couverte, ce ne serait pas un problème, puisque en fait, c'est pas un manque de pudeur en Occident qu'une femme mariée n'ait pas la tête couverte. C'est même très fréquent, quoi. Mais la halakha, c'est la halakha, hein, non, c'est ça la halakha. La halakha, c'est que ça dépend du pays dans lequel vous vivez. Donc si vous vivez dans un pays occidental, une femme qui aurait les cheveux découverts en pays occidental, elle n'aurait pas un statut de manquer de pudeur. Et dans ce cas-là, vous auriez le droit de faire un kiddush devant elle, de faire une fila devant elle, puisque la tête couverte n'est pas obligatoire en pays occidental. Alors qu'en pays oriental, oui, ça le serait. Bon, donc on vous dit ça pour vous permettre de faire un kiddush, ou par exemple un rave qui fait un mariage. Alors, la kala, elle a peut-être la tête couverte parce qu'elle a un voile, ou un chapeau, ou quelque chose. Mais très souvent, la famille qui est autour, des fois, les mères, les belles-mères, les belles-sœurs, elles n'ont pas la tête couverte, elles se mettent aussi dans la choupa, sous la choupa, et donc, à ce moment-là, on fermerait les yeux, comme on dit. Il n'y a pas besoin de faire un scandale pour ça. D'accord ? Donc, dans un pays où le pantalon avec la robe n'est pas appelé un vêtement d'homme, alors on permettrait à des femmes de mettre ça. Dans les pays arabes, ça s'appelait un sarwal. Un sarwal, les femmes, elles mettaient le sarwal, c'était impensable qu'elles ne mettent pas une jupe avec ça, quoi. Donc c'était le contraire de ce qu'on pense, parce que ça ne s'appelait pas un vêtement d'homme, ça s'appelait un vêtement de femme. D'accord ? On voit ça dans l'armée, là. Les filles qui font l'armée, les religieuses qui font l'armée, elles ont des jupes. On leur donne une permission de mettre une jupe spéciale. Et une fille qui serait en pantalon, alors là, il y aura un problème, parce que le pantalon dans l'armée, c'est un habit d'homme, c'est pas un habit de femme. D'accord ? Et la chemise, c'est un habit d'homme. La chemise, c'est un habit d'homme. D'homme, de femme. Parce Ben, qu'on voit toutes les c'est filles neutre. qui sont avec les chemises à la vache, moi j'ai l'impression que la chemise, c'est un habit d'homme. La chemise, c'est un... Le petit garçon, mais enfin, Non, la chemise, c'est comment on appelle ça ? C'est mixte. Oui, il n'y a pas de précision. Il y a pas de précision. C'est comme un tricot, quoi. Il y a des chemises. Les écoles, elles sont toutes Voilà, il y a des chemises qui sont coupées pour des hommes et des chemises qui sont coupées pour des femmes. C'est vrai. Voilà, donc maintenant il nous dit. En vérité, en Israël, si vous voulez, bon, c'est pas tellement un problème parce qu'il y a des magasins qui font que de la confection pour hommes ou pour femmes. Mais pour les gens qui habitent en Amérique, en Europe, quand les femmes elles sont obligées d'acheter des habits, des fois elles sont bien embêtées parce qu'elles veulent acheter des habits permis par la halakha et des fois c'est comme vous dites, c'est des chemises ou des pulls verts, etc. Donc, il faut que ce soit spécifique. Si c'est spécifique, c'est pour ça que j'ai donné l'exemple du pantalon, parce que c'est plus spécifique que le reste. Maintenant, le blouson, le gilet, le manteau, etc.,
c'est dur de définir si c'est un habit d'homme ou de femme. Quand vous avez un imperméable, ça peut être un imperméable d'homme ou de femme, c'est pas spécifique. Le boutonnage est différent. Donc, voilà, théoriquement, le boutonnage devrait être différent, mais s'il ne l'est pas, ça ne serait pas vraiment interdit dans la mesure où c'est pas choquant quand on va voir quelqu'un qui aurait un imperméable d'homme sur une femme. Maintenant, et c'est pour ça qu'il dit que si c'est pour des conditions de temps, donc on n'est pas regardant. Si une femme, elle est surprise par la pluie, et on lui dit, bah tiens, mettez cet imperméable, comme ça vous n'allez pas attraper la pluie, et c'est un imperméable qui appartient à un homme, eh ben, on permettrait de le mettre, puisqu'elle ne le met pas comme un habit, elle le met comme une protection de pluie. D'accord? Maintenant, par exemple, il y a une question très classique, c'est la couleur. La couleur. C'est pour ça que dans les écoles, ils font attention aux couleurs. Il y a une couleur, je vois là où on reparle, c'est le rouge. D'accord? C'est considéré comme rouge, je vois. Non. C'est rose. Alors vous savez comment on sait qu'est-ce qui est rouge ou pas? Vous allez dans un pré, si vous voyez un taureau, si vous courez après, c'est que c'était du rouge. Non, on parle du rouge cramoisi. On parle pas ni du bordeaux, Ni du rose. ni du rose bonbon. On parle du rouge, c'est-à-dire du rouge éclatant, quoi. Aussi bien pour les garçons que pour les filles. Ouais, pour les garçons, parce que ça incite À la violence. à la méchanceté, comme les Romains, ils étaient habillés en rouge. Ils avaient des capes rouges et des habits rouges. Et les femmes, parce que c'est provoquant. Comme on le voit dans les gens qui apprennent l'optique, la couleur rouge, hein, c'est une couleur très spécifique vis-à-vis de l'œil. C'est une couleur qui attire l'œil, qui attaque. Que même au bébé, il ne faut pas leur montrer du rouge. C'est pas bien pour leur. Exactement, ça calme pas. Là. C'est pour ça que dans les hôpitaux, les infirmiers, les médecins, ils s'habillent toujours en vert ou en blanc, jamais en rouge. Parce que ça fait comment on appelle ça? Un réveil, ça réveille un air particulier, un air optique. Donc Bekitsu, à part la couleur rouge, réellement rouge, pas le bordeaux ni autre chose, le chocolat rouge ne parle pas des autres couleurs. Alors maintenant, tout est fonction du milieu dans lequel on habite. Si on vit dans une société très fermée, alors effectivement, il se peut que la couleur que vous avez, elle soit pas bien vue dans le quartier où vous habitez, alors que si vous êtes dans un autre quartier, ça passe. Donc ça, c'est fonction des minagim. C'est pour ça que vous me dites la halakha. La halakha, elle est justement, dans toutes ces lois-là, la halakha, elle n'est pas fixe. Elle est fonction des endroits où on habite. Comme les bas des femmes. Il y a des quartiers où il y a des femmes qui ne mettent pas de bas, parce qu'il fait chaud, etc. Elles mettent des jupes longues, mais pas de bas. Mais il y a des quartiers, si vous ne mettez pas des bas et même épais, on vous dit « Ah, on n'est pas habillé comme il faut ». Donc il faut toujours s'adapter au quartier où on habite. Et pas essayer de dire « Ben là, il n'y a pas écrit, alors je fais ce que je veux ». Ron, parce que je vous ai raconté cette histoire qui m'est arrivée. J'avais une voisine qui était à Torah, et mitzvot avec son mari. Et puis un jour, elle a décidé d'arrêter tout. Et tous les matins, elle prenait le bus avec moi. Elle montait sa rue, on attendait le bus ensemble. Alors on faisait la causette. Et puis moi, je ne savais pas qu'elle était en route vers le... Et un matin, elle arrive, elle prend le bus, enfin elle attend le bus avec moi, et je la vois plein sur la tête. Et je n'osais pas la regarder, j'avais l'impression qu'elle n'était pas habillée. C'est-à-dire qu'une femme qui n'est jamais la tête couverte, ça ne vous choque pas, parce que vous l'avez jamais vue la tête couverte. Mais si vous voyez une femme qui a la tête couverte et puis Tom qui l'enlève, là vous avez le sentiment que c'est quelque chose qui est bizarre. Donc c'est pour ça que le principe de la tsniout, il est fonction du minag à makom, comment les gens se comportent. Bon, mes enfants, ça les choque s'ils me voient à la maison. Ouais, donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention au comportement de la ville ou du quartier qu'on habite. D'accord? Maintenant,
Donc ça c'est encore dans le... Maintenant, à quel âge faut-il commencer à apprendre les... Alors, dans la halakha, on te dit que plus tôt tu apprendras aux petites filles à s'habiller avec sniout, et plus ce sera facile par la suite. Comme on l'a répété plusieurs fois, l'âge de... les mitzvot commencent à 12 ans, d'accord? Donc vous allez dire, bon bah, 12 ans, à l'anniversaire, je lui dis, ben voilà, maintenant tu commences à t'habiller avec sniout. Alors, la Torah, elle a dit, non, il y a une mitzvah de chinuch, une mitzvah d'éduquer les enfants tant qu'ils ne sont pas encore en âge, parce que comme ils ne sont pas obligés, alors c'est plus facile. Et donc c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui a été habitué très tôt à, par exemple les petites filles, à pas rentrer dans une synagogue ou pas rigoler avec des garçons. C'est plus facile pour elle, quand elle va grandir, de garder cette sniout, que si vous lui dites, bon, allez, elle est petite encore, pour l'instant c'est pas grave, elle peut se promener sans jupe, elle peut se promener sans manches longues, allez, c'est pas grave. Plus tu fais tôt, et plus c'est évident pour l'enfant, quoi. Parce que, qu'est-ce qui se passe avec la tsniout? La tsniout, c'est pas, on l'a déjà dit, on a expliqué ça une fois, il y a écrit dans la Gemara qu'on a 3 midot qu'on a reçus de Abraham, Yitzhak et Yaakov, d'accord? Abraham, il nous a transmis le quoi? Chesed. Le chesed. Le fait d'être gentil. Ça, on l'a grâce à Abraham Avinu. D'accord? La tsniout, la retenue, on l'a appris de Yitzhak. D'accord? Qui est très très tsanoua. La preuve, c'est que sa femme, Rivka, dès qu'elle le voit, elle était toute petite, elle a mis un voile. Tellement elle a eu le sentiment qu'il était impressionnant. Donc on voit que la tsniout, on l'apprend de Rivka et d'Yitzhak. Et de Yaakov, on apprend la miséricorde, le tiferet, la rachamim. D'accord? Maintenant, dans le Sefer Atania, il dit, le Admor Hazaken, il dit, on a reçu des avot, on a reçu des caractères, des qualités. Il dit, le chesed d'Abraham et la rachamim de Yaakov. Et oui, Yitzhak. Pourquoi il n'a pas cité Yitzhak? Si déjà tu me dis Abraham roulé, etc., et je déduis que c'est la Gemara qu'il faut retenir, ou alors tu me dis tout. Mais pourquoi tu me dis la gentillesse d'Abraham et la miséricorde de Yaakov? Et la tsniout de Yitzhak, où elle est passée? Alors tu dis non, parce que la miséricorde de Yaakov et la gentillesse d'Abraham, ça passe dans la nature, sans éducation. Sans éducation. Les Juifs ils ont chesed et rachamim, dans le bien ou dans le mal. En général, s'ils ne travaillent pas, ils ont plus de chesed pour les noirs comment on appelle ça, de l'Érythrée, et pas pour les noirs de Meacharim, d'accord? Donc ça veut dire que si c'est dévié dans le mauvais sens, ils ont un chesed pour n'importe qui, pour les pauvres Palestiniens qui jettent des bombes sur les frères juifs, mais pas sur les frères juifs eux-mêmes. Donc chesed et rachamim, ça, pas besoin d'éducation pour ça. Alors que la tsniout, la pudeur, ça exige un chinour. Tu ne peux pas obtenir que les individus juifs, ou même goy, le méchané, ils auront de la tsniout naturellement. La tsniout, ça s'apprend. C'est pas tivi, c'est pas naturel du tout. Donc quand vous allez au kotel, il y a plein de femmes qui n'ont même pas l'idée de mettre un foulard ou une écharpe. Parce que elles disent, qu'est-ce que je fais de mal? J'ai rien fait de mal. Il fait chaud. Je suis habillé comme il fait chaud. Comme le temps qu'il fait. C'est pas qu'elles ont une méchanceté. Donc le chesed et la rachamim, ça, vous le verrez chez tout le monde sans éducation. Alors que la tsniout, ça prend.
Et ça s'apprend et ça doit se travailler, parce que c'est pas pachout, c'est pas évident du tout la tsniout. Puisque c'est un phénomène qui est révélateur de l'intériorité. Donc c'est pour ça qu'on te dit, la tsniout des garçons ou des filles, on doit faire attention à ça, parce que c'est pas du tout évident que les enfants l'acceptent. Oui. Quand un enfant il est tout petit, il se promène tout nu il se promène tout nu. Il était aux toilettes, après il court, il dit « Viens m'essuyer, viens m'essuyer !» D'accord? Il s'en fiche que les toilettes sont ouvertes et il va courir avec. Il comprend pas. Il fait pas ça par méchanceté. Donc la tsniout, ça s'apprend. Sinon, il n'y a pas de raison que ce soit... que quelqu'un soit de sa noix, puisque la mida de Yitzhak, elle se fait par le Kedour. C'est pour ça que Yitzhak, il était, on l'appelle dans le Zohar, on l'appelle Chofer Be'erot. Il creusait des puits. C'était son travail, d'être Chofer Be'erot. Ça veut dire qu'il dévoilait les midot qui sont pas dévoilées. Donc la tzniout, c'est une mida qui n'est pas dévoilée. Ne viens pas me dire, comme les gens ils disent, ah, Chabé, Pritzout. Si la fille, elle n'a pas reçu cette éducation, elle n'a même pas le sentiment qu'elle fait quelque chose de mal. Tu crois que tu vas en lui criant dessus, que tu vas lui injecter une piqûre de tsniout. La tsniout, c'est un long travail, c'est un très long travail. Et c'est un travail intérieur. C'est pour ça que vous avez des gens qui sont, entre guillemets, Shomer, Torah, Mitzvot, mais il y a des femmes qui n'ont aucune tsniout. Et pourtant, vous les voyez, elles ont la tête couverte, elles sont couvertes, il n'y a rien à dire. Mais pourtant, il n'y a aucune tsniout dans l'ensemble. Ça veut dire que la tsniout ne dépend pas du style. Vous pouvez avoir une femme qui est couverte, et la tête couverte, et elle n'a pas de tsniout. Ça ne servira à l'intérieur, il n'y a pas ce côté d'être discret, quoi. D'accord? Donc il te dit, et c'est pour ça que les enfants, il faut les éduquer tôt à avoir de la tsniout, surtout quand il y a des sifrei Kodesh, par exemple. Quand dans une pièce où il y a des livres de Kodesh, il faut apprendre aux gens à se couvrir devant les sifrei Kodesh. Alors il te dit, un autre din de tsniout, il faut éviter qu'une femme se fasse coiffer les cheveux chez un homme. C'est à sa part. D'accord? Alors, on permet, par exemple, de coiffer une perruque, par exemple, si elle n'est pas sur sa tête. Donc, elle lui donne au coiffeur, il fait ce qu'il doit faire, et il vient la chercher. Mais ça s'appelle, comme la tsniout, un manque de tsniout de passer par un coiffeur, et l'inverse. Une femme coiffeuse, pas très recommandé qu'elle soit coiffeuse pour les hommes. D'accord? Sauf par exemple dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, il y a des coiffeuses, des infirmières qui sont en même temps coiffeurs. Là, comme il n'y a pas de... C'est pas un métier, c'est pas une... Comment on dit ça? Il n'y a pas des conditions de légèreté qu'il y a dans un salon de coiffure. C'est surtout pour que les malades ils soient à l'aise. Donc là, on permet que ce soit une infirmière qui coupe les cheveux aux malades. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de côté d'intimité, quoi. C'est pour qu'ils se sentent à l'aise. Il y a même des infirmières qui rasent les malades. Alors là on voit bien que les conditions sont complètement sont différentes. Mais dans un salon, a priori, si quelqu'un est sa part, il vaut mieux s'il est coiffeur, il vaut mieux qu'il s'occupe que de coiffer des hommes et qu'ils disent pas, mais non, mais de toute façon, elle n'est pas religieuse, c'est pas grave. Je peux être coiffeur de femmes puisqu'elles s'en fichent, elle n'est pas religieuse. C'est pas recommandé du tout. C'est pas comme un docteur ou un maître nageur qui a le droit de regarder des femmes dans son métier, puisque c'est son métier, ou un dentiste.
Là, c'est différent parce que c'est le principe même de la coiffure qui est un truc chitsoni, comme ça, de sourire, hein. Quand c'est un truc dur, comme la médecine ou la plage, alors on peut fermer les yeux parce que c'est des professionnels. Mais dans un métier d'esthétique ou de manucure ou de pédicure ou de coiffeur, il vaut mieux kamouvan, quand on peut. Dans les pays où il n'y a pas de possibilité de faire autrement, alors il faut demander au rave du quartier, dans le pays dans lequel on vit, si on peut rester. Voilà. Ok? Voilà. Comme c'était dans le Tête Savé, donc je voulais faire des halakhot sur le vêtement. Alors maintenant, dans la paracha, le Tête Savé, il y a encore, donc on parle des habits du Kohanim, et la question se pose, à quoi ça sert que les Kohanim aient des habits particuliers? Pourquoi on n'a pas dit, bon, ils ont un chalouk, ils avaient une robe blanche, ben ça suffit. Pourquoi tu as besoin d'avoir 4 habits? Il y avait le chalouk, il y avait la robe blanche, il y avait le chapeau, qui était une espèce de ruban qu'on tournait sur la tête, il y avait des mirnasaïm, il y avait des caleçons, et il y avait le 4e habit, c'était la ceinture, d'accord? Et Avnet. Et le Kohen Gadol, il en avait 4 en plus, d'accord? Il y avait 4 en plus, quels sont les 4 en plus? Il avait le tzitz, les éphod, le tablier, bravo, et la mitznefet du Kohen Gadol, là, le chapeau spécial du Kohen Gadol, qui était pas comme le Kohen simple. D'accord? Alors, quel est le principe des habits? Comme on l'a dit tout à l'heure, le Beged, il représente l'intériorité de quelqu'un. Dis-moi comment tu t'habilles, je te dirai qui tu es. D'accord? Voilà. Alors, la personnalité, l'habit, c'est le reflet de la personnalité. Comme quelqu'un veut s'habiller, pas qu'on l'habille de force, comme quelqu'un veut s'habiller, il montre qu'est-ce qu'il est en pnimiout. Alors, donc, dans la Kabbalah, les habits, ce qu'on appelle les levushim dans la Kabbalah, alors les levushim dans la Kabbalah, ça s'appelle marshava dibur c'est la pensée, la parole et l'action. C'est les levushim du nefesh. Alors que dans Trouma, on a vu le Mishkan, on a vu l'extérieur. Donc quelqu'un est fabriqué de 2 systèmes. Le système extérieur, qui influe de façon extérieure, et l'intériorité, la pnimiout, qui sont marshava diboroma. Ça veut dire que quand vous vivez, vous avez besoin des deux systèmes. Un système de ce qui est autour de vous, donc c'est la maison, c'est la rue, c'est la société, la ville dans laquelle vous vivez, la Beth Knesset, le club de cartes où vous allez, ce que je sais moi. C'est un endroit extérieur qui signifie l'extérieur de la personnalité en vérité. C'est ce qu'on appelle en chassidoute le makif. Ce qui est autour de vous. C'est pas rien, ça a une influence. C'est évident que ça a une influence. Par contre, si vous êtes dans un couloir de la Coupa Trolim, vous avez d'autres marchavot que si vous êtes sur la tombe de Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que
le makif, l'atmosphère de l'endroit, il joue sur vous. Il joue sur vous, mais pas de façon intérieure. Ça agit que superficiellement. Le makif, ça a une tendance à être chitsoni, à être superficiel. Alors que le levush, les levushim, ils représentent ce que vous êtes réellement. Marshava, Dibur, Maaseh. D'accord? Marshava, Dibur, Maaseh. Et le rabbi, avant d'être rabbi, il ne voulait pas montrer alors ce qu'il était. C'est pour ça qu'il mettait pas des habits comme les autres, parce qu'il ne voulait pas montrer ce qu'il était intérieurement, il ne voulait pas dévoiler ce qu'il était. D'accord? Oui, mais ça, c'était un stratagème. Non, c'était un stratagème. Ouais. Il voulait pas, Mais dans la vie, voilà, dans la vie, alors il y a deux façons, d'accord? Il y a une chita qui vous dit, c'est comme vous habillez que vous allez être, et l'autre chita qui vous dit, comme vous êtes que vous allez vous habiller. D'accord? Qui est mashpia sur qui? Qui influence qui? C'est l'habit qui influence la personne, ou c'est la personne qui choisit ses habits? Alors, dans le Olam HaYeshivot, le Olam HaCharedi, ils sont tous persuadés que l'habit, il influence l'intérieur. Ça n'est valable que si l'intérieur, il a un rapport avec cet habit. Vous comprenez? Si quelqu'un, il a un rapport, un kesher minimum avec son habit, alors il gardera cet habit, et cet habit peut l'aider à avoir un certain comportement. Comme il est shayach, il est en corrélation avec cet habit, donc cet habit, il va l'aider à être mashpia sur lui. Comme on dit dans le Marak, tzitzit katan, ça aide au comportement des mitzvot. D'accord? Mais ça n'est valable que si la personne, elle est en vérité en rapport avec cet habit qu'elle a. Et c'est pas toujours vrai. Des fois, vous avez un habit qui, au contraire, il est tellement loin de la personne que ça la dérange pour être ce qu'elle est. La personne, elle va être dérangée, elle va être, comment dire, empêchée de faire Avodat Hashem à cause d'un habit qu'on lui impose sur lui. Donc dans le chidouch, c'est très important de savoir à qui tu as affaire. Tu as affaire à quelqu'un qui, si tu lui mets un costume, il va se comporter comme s'il avait un costume, et pas comme s'il était en t-shirt et en pyjama. Ou alors l'inverse, que cet habit, il n'a rien à voir avec lui en fait. C'est pour il est déguisé avec cet habit. Donc c'est un très gros travail de psychologie dans le chidouch, de savoir comment il faut faire que les gens s'habillent. Parce que si tu mets un habit qui ne correspond pas à ce que tu es, beged, ça vient du mot boged, qui veut dire le traître. L'habit, c'est un traître. Ça veut dire que de la même façon que le boged, c'est quoi un boged? C'est quelqu'un qui était avec vous, qui était contre vous après. Il avait une ligne, et il change de ligne, il va ailleurs, il trahit. Donc le beged, c'est la même chose. Le beged, il est fonction, le beged, il est censé être un levouche, c'est-à-dire une expression, marshava dibur, c'est ce que tu es. Mais si tu mets un beged qui ne correspond pas à la personne, au contraire, tu vas en faire, la personne va devenir un boged. Justement, ça va l'étouffer, ce vêtement qu'il a sur lui, et il va trahir la raison pour laquelle tu lui as demandé de s'habiller comme ça. Donc vous arrivez avec le beged, vous arrivez au contraire, le beged est des fois une expression, une possibilité d'être un boged. C'est comme si c'est le principe du marshava dibur, vous mettez dans la tête de quelqu'un un discours ou une action ou des marchavot qui ne sont pas lui, donc
vous en faites quelqu'un comment on appelle ça, de tout scale, de frustré. D'accord? Donc, c'est pour ça que la tchouva de quelqu'un, tout le monde a fait tchouva, bien évidemment, même les plus grands, la tchouva de quelqu'un, elle commence par le bas, par le changement du maasé. D'abord, on change le maasé. Après, avec le temps, on change son dibour. Et rien qu'après, on change ses marchavot. Mais tu peux pas mettre, comme tu peux pas mettre un béguet de force sur quelqu'un, tu peux pas lui mettre des marchavot, des dibourim et des maasim de force. Il faut que ce soit révélateur de ce que la personne, elle est réellement. D'accord? C'est-à-dire que, vous voyez déjà, il y a des tas de gens, ils ont un discours grand, et ils ont des marchavot qui ne sont pas eux. C'est tout du blablabla. Quand vous grattez, c'est comme le spartel, quand vous grattez, après vous vous rendez compte, et comment vous savez alors? Comment vous savez? C'est quand il y a un nisayon. Quand il y a un nisayon, vous allez voir, plus que sur le maasé, vous allez voir sur la marchava et le dibour ce que les gens ils sont. Si quelqu'un il est très gentil avec vous, et puis tant que vous allez marcher sur le pied, vous dites hey, espèce de tembel, t'as l'envie de bailler, il commence à. Ah, d'après le dibour, je vois en vérité qui tu étais réellement. Donc le beged, c'est-à-dire marchava dibour maasé, c'est un révélateur. Mais plus que le maasé c'est pas très révélateur. Quelqu'un il peut donner la tzedaka, mais il a sa tête ailleurs. Alors que le dibour, il contrôle. Le dibour et la marchava, il contrôle. Maintenant, quand il contrôle plus, donc vous savez à qui vous avez affaire. Pour ça, dans les shidduchim, si quelqu'un, vous voyez comment, la façon dont il parle, ce qu'il vous raconte, vous voyez à qui vous avez affaire. On peut pas, si quelqu'un dit des paroles particulières dans un shidduch, vous vous dites, mais c'est pas. Ça n'a rien à voir avec votre béguette, chère madame, ou cher monsieur. D'accord? Donc le sujet du béguette, il faut faire très attention, c'est ce qu'on voit avec les enfants. Il ne faut pas obliger un enfant trop à être lié au béguette, parce que au lieu que ça soit mashpia, que ça l'aide à devenir ce qu'il est, il risque au contraire d'être boguette, de dire ça ne m'intéresse pas ces begadim-là, c'est pas moi. Vous avez compris? Donc c'est pour ça que au Beth Amikdash, pour ça que les Kohanim et le Kohen Gadol, ils avaient des begadim particuliers parce qu'ils devaient exprimer quelque chose. Ils devaient exprimer quelque chose qui était en eux. C'est pour ça que il y avait comment on appelle ça, des tests pour savoir si le Kohen il était un vrai Kohen, et si c'était un Kohen Gadol, il avait des qualités d'Aaron à Kohen, etc. Parce que le Beged, s'il est mal porté, les gens ils disent, ça sent pas le vrai ça. Vous voyez, comme disent les gens, une barbe c'est gratuit, une kippa ça coûte 10 shekels. Donc vous pouvez mettre un béguet et en vérité ne pas du tout être en rapport avec ce béguet. Ça peut faire du fil de la chaîne aussi. Ben, voilà. C'est pour ça que un des bégadim les 4 bégadim chashuvim du Kohen, c'était, on l'a dit donc, le chalouk, la robe, la djilabia blanche qu'ils avaient, en lin, qui était faite en pishtan, d'accord? Les mirnasaïm, la ceinture et le chapeau. Le chapeau, qui n'était pas un chapeau, qui était une turban qu'on roulait autour de la tête. Ça correspond au monde des marchavot. Que quand on est dans la Avodat Hashem, on doit travailler sans arrêt sur ces marchavot. Même si c'est pour rien. Voilà, l'exemple. Mishenirnas Adar, Marbim Besimcha. D'accord? Donc c'est un ordre du jour à la roue. Dès que Adar rentre, il
il faut augmenter la simcha. C'est-à-dire que dès qu'il y a une marshava pendant Hadar de tristesse, il faut la chasser. C'est une avoda très dure. Tu vois ça nulle part dans tout le calendrier. C'est que tout instant de Hadar, tu dois être marbé de simcha. Donc tu entends que celui-là il est mort, ou celui-là il a ça, tu entends qu'il y a un truc qui te rend qui te rend triste, tu dois chasser bien. Tu dois chasser, sinon tu viens de transgresser le jour là-haut. Il te dit, donc tu n'as pas le droit d'être Be'atzvut, même un instant pendant Hadar. Hadar Aleph, Hadar Bet, c'est jusqu'au Kaftet Tammuz, tu dois être marbé Besimcha. Et après le lendemain, Mishenirnas Av, Memati Besimcha, donc tu dois descendre la Simcha, c'est-à-dire tu dois penser au Khurban de Tamikdash. Donc tu as 4 mois, Mishenirnas Hadar, Marbi Besimcha, jusqu'à Nissan avec Pessah, Iyar, Sivan, jusqu'au 29 Tammuz. C'est quelque chose de très dur. Parce que chaque instant, tu dois penser à quelque chose de joyeux. Donc ça demande une émouna extraordinaire, et des marchavot toujours positives. Donc tu dois travailler sur le principe qu'on appelle Issaradat. Issaradat, de repousser les idées tristes. Les idées tristes sur la situation, sur ta situation, sur c'est exactement ce qui s'est passé avec Mordechai et Esther. Quand il y avait Mordechai et Esther, il y a eu la Xéra, d'accord? On voit que même Mordechai, il était, comme on dit, à la panique. Il est tombé il a perdu son moral. Pourquoi? Parce qu'il a dit, maintenant, il n'y a aucune possibilité de sortir de ça. Donc ça veut dire que tu dis qu'il n'y a aucune solution. C'est pas grave, tu dois être botter à Bachem. C'est un travail très dur. Pardon? Il a fait ça pour faire tchouva, il a fait ça pour pas toujours être en train de sauter toi quand il y a eu l'annonce de... Non, j'ai pas dit qu'il a pris le deuil parce qu'il était triste. Il était désespéré parce qu'il s'est dit comment on va sortir de là. C'est vrai que tu sais que ça racole, il y aura toujours une Géoula à la fin. Mais comment elle va se faire? Dans quelles conditions ça va se faire? Donc lui-même, il était dans un matzav de down. Mais il n'en a pas parlé ni à Esther, ni au Sanhedrin, ni aux gens. C'est resté pour lui. Donc il a fait Issaradat, il a oublié la situation. Et donc ça correspond au turban du Kohen, que sans arrêt tu dois avoir en tête des marchavot chiyuviot, des pensées positives. Un travail très très dur. Dalet. Pardon? Haddad. Issar Haddad. Non, Issach. Addaat. Avec un het, pas avec un chaf. Issar. Issach Hadat. Ça veut dire sach, pousser. Et asiach et dato. Repousser les idées négatives. Et donc c'est pour ça que les Kohanim, ils n'avaient pas le droit de se promener avec les habits dans le Beth Amikdash. Ils devaient mettre les habits que quand ils étaient au service. Dès qu'ils n'étaient pas au service, ils devaient les enlever. Donc c'est pour ça que nous, on nous dit, fais attention parce que toi tu n'as pas le turban du Kohen, mais tu dois tout le temps être en service. Partout où tu es, tu dois faire de la voie Hashem du Kohen. Lui, c'était très dangereux. S'il commençait à penser à ce qu'il veut pendant qu'il travaille, il pouvait être passible de mort, parce qu'il pouvait faire une erreur terrible. Nous, comme on n'a pas le Beth Amikdash, donc on nous dit, entraîne-toi, parce que c'est comme ça que ça doit être, tout le temps. Donc ça, c'est le travail au niveau marchavot. Après, il y avait
le sujet du chalouk, de la tunique. D'accord? La tunique, ça correspond. La tunique, elle est sur le gouffre, sur le corps. D'accord? Ça, c'est le travail des midotes. Travail des midotes. Parce que la plupart les midotes sont liés avec le gouffre, le cœur et les bras, etc., etc. Donc c'est le travail que ça ne suffit pas de penser bien, mais il faut ressentir. Il faut avoir des ragachotes propres. Et ça se fait par le principe du tikkun amidot permanent. Sans arrêt, travailler le tikkun amidot. Qu'est-ce que c'est quoi tikkun amidot? Ça veut dire travailler sur Avat Israël. Quelqu'un t'énerve. Tu dois dire, je l'aime quand même, et je vais être gentil avec lui, je vais faire la tzedaka avec lui. Je vais travailler mon antipathie vis-à-vis de lui. Ou d'elle. D'accord? Donc c'est un travail, et c'est la tunique. C'est-à-dire, c'est pas, tu travailles une mida. Tu travailles toutes les midotes. Donc, tu dois être pas trop gentil et gentil. Tu dois être pas trop équilibré. Ça, c'est un travail permanent. En disant pas, moi, mon petit coup de non, je suis bien, moi, j'ai pas de problème, j'ai des bonnes midotes. Tu as peut-être des bonnes midotes, mais comme le Kohen, il avait une tunique, c'est-à-dire que dans tous les détails, tu dois travailler. Il y a des gens, par exemple, qui sont très énergiques. Mais il y a des gens qui sont atselim, qui sont paresseux. Alors, chacun, il doit travailler dans la mida contraire de ce qu'il a. S'il est trop énergique, on doit dire calme-toi. Apprends à avoir le contraire de la bzizout, le contraire de l'énergie. Calmer la bête. Et celui qui est atzel, qui est paresseux, il doit travailler encore plus, parce que c'est plus facile de calmer les gens énergiques que d'exciter les gens apathiques. C'est bien d'être apathique, parce que quand quelqu'un vous dit du mal ou vous fait du mal, vous ne réagissez pas. C'est bien. C'est un chiflote, c'est bien, c'est un truc de modestie. D'accord? Mais pour la Avodat Hashem, c'est un handicap. Parce qu'il n'a pas envie de se lever pour faire la tefila, il n'a pas envie de se lever pour faire les mitzvot, il n'a pas envie de se lever pour la tzedaka, il est toujours... Donc c'est sûr que tikkun amidot, ça veut dire utiliser, ne rien perdre. On a vu ça dans le cours du lundi. Il n'y a aucune mida qu'il faut tuer. Comme tu as été fait, Dieu te veut. Dieu, il veut que tu sois comme ça. Ah, comment? Si Dieu il veut que je sois comme ça, quel tikkun il y a à faire? C'est-à-dire, tu prends la mida que tu connais, tu te connais tes midotes, tu prends cette mida, et tu dis, le bon côté de la mida, je vais le garder. Et je vais travailler sur le reste de la mida. Mais je ne vais pas tuer aucune mida. Même quelqu'un qui est balgara, qui est orgueilleux, il ne doit pas tuer son orgueil. Parce que si tu le tues dans son orgueil, tu vas le tuer peut-être lui-même. Si tu veux être orgueilleux. Alors, comme il disait le Baal Shem Tov, quand quelqu'un est orgueilleux, ça peut servir. C'est quoi? Comment ça peut servir? S'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, il doit dire, étant donné qu'il n'y a que moi dans le monde, il n'y a que moi qui peux l'aider. Donc il a utilisé la gava pour pouvoir aider l'autre. Donc le tikkun amidot, ça ne veut pas dire shvirat amidot. On n'a jamais dit casser les midot, on a dit tikkun. Tikkun, ça veut dire ce qui ne va pas le changer, mais ne pas enlever la mida. Laisse-la tranquille, cette mida. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait tout le halouk sur tout le corps, il n'y avait rien à enlever. C'est pas qu'il y avait un trou ici ou un autre trou ici, non, tout est couvert. C'est-à-dire que toute la personnalité, elle doit rester comme elle est. C'est pour ça que dans le chinour, il faut faire attention quand tu vois un enfant,
ne dit pas cette mida, il faut l'enlever. Non, cette mida, il faut la garder. Mais je vais lui dire où la mettre. Il y a des enfants qui dirigent dans la salle, dans la classe, ou leurs frères et sœurs. Bah, très bien. S'il a un effet de manhig, s'il a un corps de leadership, alors donne-lui le leadership, très bien. Il dit pas non, reste dans ton coin, c'est pas bien, sois cheval roi, sois humble, reste dans ton coin. Pas du tout, au contraire. Apprends-lui à utiliser sa manigoute pour ce qu'il sait faire. C'est pour ça que tout le chalouk, il était utile. D'accord? Maintenant, le havnet, il y avait ce qu'on appelait le havnet, c'est-à-dire, c'était comme le chapeau, mais qu'on mettait ici. On tournait plusieurs fois. D'accord? Le havnet, c'est quoi le havnet? C'est justement pour empêcher, comme la djellabia, elle était large. Alors il fallait ceinturer la djellabia, ça veut dire serrer les midotes comme il faut. Chaque mid, comme son nom l'indique, une mida, ça veut dire juste. Mida, ça vient du mot mesure. C'est quoi les midotes d'un habit? Ça doit être juste à la mesure. Ça veut dire qu'il faut pas que les midotes soient plus que ce qu'elles correspondent à toi. Ça veut dire, si tu as 100 shekels, tu peux faire la tzedaka jusqu'à 100 shekels. Et tu ne vas pas dire, allez, 10 000 shekels. D'accord? Si tu sais Aleph, n'enseigne pas Aleph bête. N'enseigne que Aleph. Donc, ça veut dire que tu dois savoir quelle est la limite de tes midotes. Tu dois mettre une ceinture autour de tes midotes. Que les midotes soient juste d'après ce que tu es toi, pas trop larges. Si tu as des midotes trop larges, tu deviens un chakran. Tu fais croire que tu sais plus que ce que tu sais, que tu peux plus que ce que tu peux, que tu es plus capable que tu n'es capable. Non, tu dois avoir des midotes. L'argot, ceinturer les midotes. Et ça aussi, c'est un travail très important. Vous voyez bien ça chez tous les babas, là, la plupart des babas, 90% des babas, c'est des escrocs, c'est des kabbalistes, de Kabbalah. Pourquoi ils sont devenus comme ça? Parce que c'est les gens qui en font des nevi'im, etc. Mais s'ils se disent, attends, oula, j'ai un sroutavot, peut-être, mon père, mon grand-père, ils avaient des crottes et des choshim, moi je suis pas si... Donc je vais me limiter, je vais savoir où est ma place. Mais au lieu de ça, comme les gens, on leur demande des questions de nevoua et de trucs, alors ils sont entraînés dans un truc. Ils font éclater les midotes dans lesquelles ils vivent. Ils auraient dû dire Ad Kan. Là, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne peux rien vous dire. Donc ils rentrent dans un système, du fait du public, qui commence à raconter des trucs qui sont plus eux. J'en connais la semaine dernière, un Mekoubal, il lui a dit, tu vas avoir un garçon et tu vas faire le brit. Alors lui, il a commencé à commander une salle, à appeler la famille, etc. Il a une fille. D'accord? Tu sais pas, alors tais-toi. Tu sais pas, dis, Bezrat Hashem, il y aura un bébé, mais un garçon ou fille, j'en sais rien. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit quand il a été le voir? Il a dit, oui, parce que tu n'as pas mérité, enfin, des trucs des histoires à dormir debout, quoi. Ça veut dire que tes midotes, sache où elles sont, tes midotes. Tu as des midotes qui sont limitées. Tu ne peux pas dire, je suis gentil comme tout. Tu n'es pas gentil comme tout. Tu dois être gentil comme toi, tu dois être gentil. Ne te prends pas pour avoir ma vie, nous. C'est pour ça qu'il y a la ceinture. La ceinture, c'est pour attacher les vêtements au corps. La modestie. Que les midotes... La modestie. Non, c'est pas une sorte de modestie. Des fois, les gens vivent dans des ashrayot, dans des fantasmes. Ils croient ils peuvent plus. Ils peuvent pas plus. Des fois, ils
il faut dormir, il faut manger, il faut savoir où tu en es. Bidiouk. L'argor est un midot. D'accord? Maintenant, les pantalons. Les pantalons, c'était. Vous aurez pu dire, ils ont là que j'ai là-bas qui sont besoin de pantalons. Alors, les pantalons, c'est justement pour, quand tu rentres dans le monde de l'action, que tu saches où tu mets les pieds. Le pantalon, c'était pour marcher. Vous auriez dit, bon, c'est pas grave, il a une grande robe. Il dit non, parce que tu as besoin aussi d'un pantalon, c'est-à-dire tu as besoin que tes jambes, c'est-à-dire ton koach halisra, ta façon de marcher, elle soit qu'il y ait une direction. Non, il y a une direction. Il faut une adracha, une direction dans le service. Je peux pas dire, bon, ben on va faire comme ça, puis on va faire comme ça. Non, tu dois avoir aujourd'hui comme ça, demain comme ça, savoir vers où tu vas, avoir un but, un moquette, un centre d'action. Parce que si tu ne sais pas où tu vas, d'accord? Bah, tu entraînes ta famille dans des aventures, et tu entraînes ta keïla dans l'aventure. Dis, je veux devenir champion du monde en chumash. Tu t'es mis un... Donc, tu as besoin d'avoir une alicha, une marche. Si tu ne sais pas où tu vas, on ne parle pas en gashmiout. En gashmiout, tu dois faire confiance en Dieu. Si Dieu veut te rendre riche ou pas riche, c'est un autre problème. Mais dans ta vie, tu dois savoir où tu veux aller. Quel est ton programme? Ça, c'est le Mirnasaïm. Ma? C'est l'Otalou Ibanoma. C'est pas évident qu'on arrive à ce but-là. Non, mais jamais. C'est pas grave que tu y arrives ou que tu n'y arrives pas, mais tu dois avoir un kivoun. Tu dois avoir un kivoun, c'est pour ça que tu dois avoir des pantalons pour marcher, pour savoir dans quel kivoun. Peut-être, c'est ce qu'il lui a dit Mordechai à Esther. Il a dit, tu dois aller chez Achashverosh. Il a dit, mi yodea. Si tu, peut-être, qui sait, c'est peut-être pour ça que tu es arrivé à être une reine, pour aller parler à Achashverosh. Il lui a pas dit, c'est pour ça, c'est sûr que c'est pour ça. Moi, il dit, peut-être mi-odeur. Qui sait si c'est pas pour ça qu'il a été. Donc c'est-à-dire que, peut-être que c'est pas pour ça. Atalokovea, c'est pas toi qui fixe. Non, mais jamais, c'est pas toi qui fixe, mais c'est quand même toi qui dois avoir un programme. S'il n'y a pas de programme, c'est pas où tu vas. D'accord? Et il ne faut pas avoir peur de dire Tahiti, je me suis trompé, j'avais un programme et ça ne marche pas, je vais faire plus petit. Mais au moins, un programme de marche. Les Mirnasaïm, c'est fait pour un tahalich, pour une marche. Non, c'est fermé, ça sert à rien d'ouvrir. Le kitsour, ça c'est le troisième vêtement, les pantalons. Le quatrième vêtement, c'est quoi? Les chaussures. Il n'y a pas de chaussures. Il fallait ranger pieds nus au Betamikdash. Ah, les clochettes. Mais non, les clochettes, c'est le Kohen Gadol, les clochettes. Le chapeau, on a dit, le chapeau. D'accord? La tunique, on l'a vu. La ceinture, on l'a vu. Et les Mirnasaïm, on l'a vu. Voilà, c'est les 4 vêtements. Vous avez compris? Le Kohen Pachout, il avait 4 vêtements. D'accord? Les 4 vêtements, et ça correspond donc au levushim, d'accord? Au levushim de chacun, qui sont marshava, dibur ou maaseh. Marshava, dibur ou maaseh. Comme on a dit, marshava, c'est la mitznefet, c'est le chapeau. Dibur, c'est le dibur, c'est le reflet des midot. Donc, midot avec la chagora, pour savoir quand
comment réparer les midot, travailler sur les midot et les réparer, et comment avec la Chagora. Et Mitznefet, c'est Maaseh. Et Mirnasaïm, les caleçons, c'était l'action, le monde de l'action. Donc on a besoin, d'accord, de travailler sur ces quatre levushim pour arriver à réparer son effet sur Terre. D'accord? Et quand quelqu'un il s'en va après 120 ans, d'accord, on ne va pas le juger d'après le Mishkan qu'il avait, les forces makifim qu'il y avait autour de lui. C'est quoi les forces makifim? C'est le chinour qu'il a reçu, c'est la maison qu'il habitait, on va le juger d'après les 4 vêtements qu'il avait. Marshava dit, bon, bah, c'est... On ne peut pas lui dire, ah, tu avais un effet très très bas. C'est pas bien. On va t'envoyer au Gehinom. On va dire, même si tu avais un effet très très bas, on a vu Marshava dit, bon, bah, c'est qu'est-ce que tu as fait dans les levushim extérieurs? Comme on dit en Israël, tachles. Tachles, qu'est-ce que tu as pensé, qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as fait? On ne demande pas qu'est-ce que tu es. C'est chaloche, c'est l'ordre. C'est Dibour Marshava. Et alors? Le Ma'arevi. Non, on a dit les 4 habits, c'est Marshava, c'est le Misnefek, Midot, c'est la truc avec le Chalachagua pour tenir les Midot. Donc là, la djellabia avec la ceinture, ça va ensemble. Il ne faut pas avoir des Midot qui se baladent. Tu vas avoir des Midot qui soient ceinturés, qui soient contrôlés. Et après, bah, c'est... D'accord? Et donc quand quelqu'un il est dans ce monde-là, on s'en fiche qu'il ait un effet d'un haut niveau, pas d'un haut niveau. C'est pas grave. Tu peux être quelqu'un de bazouille au niveau d'une effèche, de très médiocre au niveau de ton effèche. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est comment tu as fait sur Terre avec Marshava et Bouma. Comme on l'a vu avec Abraham Avinu, on l'a répété 1 million de fois. Si Abraham Avinu il avait vécu à notre époque, il aurait été enfermé dans un hôpital psychiatrique avec le père et la mère qu'il avait. Bébête. C'était des gens mouchratim, des gens corrompus, des gens... C'est pas pour rien d'ailleurs, il s'appelle Terrar son père, mais dans la Bible, comment il s'appelle? Taré. Dans la Bible en français, on l'appelle Taré. Vous avez remarqué ou pas? Ça s'appelait Taré en traduction française. Pas par hasard. Et malgré tout, vous voyez bien qu'Abraham Avinu, il n'a pas dit « Ah, mais mes parents, ils étaient tchouptchik, donc il faut m'excuser. » Non, il a dit « Non, Marshava dit bon, moi je travaille avec mes cochotes. Je ne veux pas savoir ce qu'ils étaient mes parents ou ce qu'ils étaient mes grands-parents. Non, mais j'en ai, c'est pas grave. » Et donc on te donne des levushim, 4 levushim, c'est ça qu'on te demande de faire. De faire une avoda avec 4 levushim. On ne t'a pas demandé tu n'as pas le droit de dire « Ah non, mais il faut travailler plus que sur les 4 levushim. » Qui t'a dit? Travaille sur Marshava des Bourmassé, travaille pas sur le shoresh des choses. Tu peux pas. Qui tu es pour savoir d'où vient ton effet et d'où vient ton... et d'où tu viens au niveau de la neshama. T'en sais rien. C'est pas ton problème. D'accord? Voilà, c'est pour ça que Tetzavé, cette paracha qu'on lit, alors on la lit toujours dans le mois d'Adar, toujours. On la lit au mois d'Adar parce que c'est le travail de Hadar, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, Mishinichnas Hadar, Marbim Mesibra, si tu veux être toujours joyeux à partir du mois d'Adar, c'est que tu dois donc bien travailler sur Marshava Dibrouma, c'est de toujours vérifier que tu ne dises pas des choses tristes. Si tu dis des choses tristes, tu entraînes que tu vas penser triste, tu vas ressentir triste. Dis, si on te dit comment ça va, oh Hachem, Dieu est grand d'avoir créé une galoute si forte. Une galoute aussi noire. Dieu est grand.
et tu fais semblant de rire, comme ça, tu es mashpia, tu agis sur ton mental, d'accord, et tu dis Baruch Hashem, et automatiquement, d'accord, les arba levushim, les 4 vêtements, comme on l'a dit, c'est marchadi au français, ils jouent sur le résultat. Automatiquement, le mois d'Adar, il devient un mois saméar, puisque Marbim, c'est toi qui le fais rendre, qui le rend saméar, qui le rend gai. Voilà, donc il y a Ratson qu'on remplisse notre devoir du mois d'Adar. Je vous remercie de votre attention.